très content moi, d'enchaîner sur la deuxième table ronde de cette matinée. Avant de présenter les intervenants, un tout petit mot pour remercier surtout le Gréen et particulièrement donc Camille et Romain qui sont la cheville ouvrière. Ils ne sont pas seuls, je pense, pour l'organisation de cette journée. Il y a tout le Gréen qui est impliqué, mais merci à eux en tout cas pour leur implication, leur sérieux et leur enthousiasme. Voilà, donc, je pense qu'on peut peut-être les applaudir parce que c'est du boulot. Bravo et merci à eux. Alors me concernant, voilà, je suis un peu le représentant du Luxembourg aujourd'hui, donc je suis Grégory Lambrette. Voilà, je travaille pour pour un service qui s'appelle le Quai 57 qui fait partie du Soforband. Alors voilà, il est prévu que j'anime la table ronde sur la consommation dans le sport et dans le champ professionnel, dans le champ de l'entreprise en l'occurrence. Donc on a parlé d'espace public. Est-ce que cette question touche à l'espace public ou à la sphère privée? Ce sera un peu l'objet du débat qui va nous animer dans quelques minutes. Alors je vais aller très très vite pour présenter chacun des intervenants parce que si c'est les intervenants qui se présentent, on va perdre chacun, enfin à mon avis un bon quart d'heure. Donc à main droite, je vais tout de suite présenter Gladys Lutz-Nal qui nous vient de France, qui est ergonome, chercheur associé au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM, donc à Paris, directrice également de l'association STUP, donc santé, travail, usage de psychotropes et prévention, qui est située à Montpellier. Et elle est également administratrice de la Fédération Addiction. Alors, Antoine Hurliman, je ne sais pas si je prononce bien Antoine, journaliste et chef de l'actualité et de l'investigation dans un quotidien qui s'appelle le Blinkt, qui est un quotidien suisse de langue à la fois française et allemande, et qui vient de débarquer d'Indonésie, donc il est peut-être un peu en décalage horaire. Comme Joanne d'ailleurs, qui nous vient du Québec, qui est sociologue, historienne, professeure titulaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également directrice de l'acte qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, médicaments et santé des populations de la faculté de médecine, et directrice du groupe de recherche sur les médicaments comme objet social. J'en viens également à Laurence Petit qui nous vient de Belgique, qui est psychopédagogue, qui travaille depuis une bonne douzaine d'années dans le service de santé mentale Alpha, qui est situé à Liège, qui est spécialisé dans la prévention, le soin et la réduction des risques en matière de consommation problématique de produits, et qui est membre, elle, de la FEDITO. Et puis Bengt Keizer, qui est un Européen dans l'âme, puisqu'il est hollandais d'origine, hein, si j'ai bien compris, médecin d'abord. Donc il a passé son doctorat en 94 pour les Belges et pour les Suisses. Il a travaillé à l'université de McGill, au Canada, puis à l'université de Genève. En 2013, il a rejoint l'université de Lausanne en dirigeant son institut des sciences du sport de 2015 à 2021. Et il a soutenu une autre thèse de doctorat, infatigable, Bengt, manifestement, qui est, elle, consacrée au dopage à la KUL, hein, c'est la version flamande, c'est ça. Retraité depuis 2021, il est désormais professeur honoraire aux universités de Genève et de Lausanne. Voilà pour les présentations. Alors, dans le champ d'études et de pratiques qui sont les vôtres, je vais commencer par une question assez générique. Qu'est-ce qu'on peut dire précisément des logiques et des motivations qui sont relatives aux différents types d'usage de substances psychoactives, dopantes, ou qui favorisent certaines capacités physiques ou cognitives? On parle aussi de dopage cognitif en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vais peut-être proposer que ce soit Bengt ou Joanne qui commence à prendre la parole, parce que je sais que Gladys est beaucoup plus prolixe. C'est moi qui avertis. Oui, elle m'a prévenu. Commençons par moi. Est-ce que ça fonctionne? Oui, je pense que ça fonctionne. Je n'entends pas. Est-ce qu'on entend, Joanne? Je vais passer mon micro. Merci. Est-ce que vous m'entendez, là? Bon, mieux. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, Grégory? Alors, pour que ce soit audible pour l'enregistrement, oui, je peux répéter ma question. Ma question est une question assez générique. C'est qu'est-ce qu'on peut dire en fait des logiques et des motivations qui sont à l'œuvre justement dans l'usage des substances? En ce qui te concerne, c'est plutôt effectivement, je pense, les médicaments, puisque c'est ton sujet particulièrement de recherche, et notamment dans certains secteurs très spécifiques. Qu'est-ce qui est, visible, mais qu'est-ce que aussi, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut repérer dans les angles morts des populations dont on parle assez peu, en fait, de façon générale? Bon, alors, effectivement, moi, je travaille sur le médicament comme objet social depuis plusieurs années, ce qui m'a amené à travailler sur l'usage de médicaments, mais à des fins de performance, finalement, dans les milieux de travail. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et
Donc, il y a vraiment deux grandes questions, selon moi. Il y a la question des frontières, donc vraiment entre différentes choses, et la question des définitions. Donc, au niveau des frontières, on peut se demander finalement si l'usage dans certains domaine est soit un usage positif ou un usage négatif, un usage adaptatif ou un usage problématique. Et là, il y a une question de frontière, justement. Est-ce qu'il y a un point de bascule? Qu'est-ce que c'est? Donc, et puis, est-ce que c'est, si c'est adaptatif ou problématique, est-ce que c'est positif ou négatif et pour les employés et ou pour les employeurs? L'autre frontière qui est vraiment importante, c'est la question de quand on parle de l'usage, par exemple, de psychostimulants dans les milieux de travail pour accroître la performance, la concentration, etc., etc. Est-ce qu'on parle de banalisation ou est-ce qu'on parle d'addiction, en fait? Et là, je me réfère, par exemple, à beaucoup de travaux qui se sont intéressés, par exemple, à l'usage de psychostimulants chez les étudiants en milieu universitaire. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on en parle et on voit que dans les milieux de travail, ça peut être la même chose. Et donc, on parle beaucoup d'une banalisation, mais est-ce que pourtant, on est dans un horizon d'addiction ou pas? Là, je pense qu'il faut vraiment discuter de cette chose-là. Puis, l'autre frontière qui est extrêmement importante, c'est celle entre l'usage médical et non médical à des fins de performance, parce que là, la frontière, elle est extrêmement perméable. On se rend compte, en ce qui concerne, entre autres, l'usage des psychostimulants, Ritaline et compagnie, que c'est vraiment par le médical, finalement, que l'usage non médical à des fins de performance se produit. On le voit à l'université ou enfin dans les milieux étudiants, etc. Mais je pense que c'est la même chose dans différents milieux de travail aussi. Et puis on parlait lors de la première table ronde du Lyrica, etc. Donc il y a beaucoup de médicaments qui circulent très facilement parce qu'il y a une prescription qui est extrêmement libérale de ces médicaments-là. Et donc ces trois frontières-là, je pense qu'il faut les discuter. Puis la question des définitions, une qui est vraiment importante et qui, je pense, fait peut-être débat, c'est la question du dopage. Est-ce qu'on parle de dopage quand on parle d'usage à des fins de performance, par exemple dans des milieux de travail, de médicaments ou autres substances? Le dopage, de mon point de vue, c'est quand même une étiquette très stigmatisante, en fait. Et donc, je pense qu'on va discuter de cette chose-là aussi. Donc, pour moi, il y a tout ça. Le fait que le dopage, entre autres, aussi, je pense que c'est stigmatisant parce que c'est individualisant. Donc, ça fait porter sur les épaules des individus des pratiques qui, dans le fond, sont beaucoup plus répandues que ce qu'on peut s'imaginer. Dans plein de milieux de travail, dans plein de domaines. Et parce que, dans le fond, ça remet malheureusement pas suffisamment en cause les facteurs structurels qui sont une explication importante du recours à des substances et à des médicaments pour être à la hauteur, pour performer et pour être à la hauteur des attentes en termes de productivité dans les sociétés libérales et capitalistes dans lesquelles on vit. Donc, alors c'est ça, on ne remet pas en cause ces conditions-là et on prend sur cette responsabilité sur ses épaules comme individu de consommer des substances et des médicaments pour être à la hauteur. Et donc, alors c'est ça. Enfin, voilà. On va juste tester pour voir si ça marche. Oui, ça marche, très bien. Alors, on a parlé de performance, on a parlé de dopage. Je pense que c'est l'occasion rêvée de solliciter Bengt, puisqu'on a beaucoup parlé aussi historiquement pas aujourd'hui, mais de la guerre à la drogue, aux drogues. Et on a beaucoup parlé actuellement, enfin, on continue de parler de la guerre au dopage. Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur ces types d'usages, sur les logiques qui sous-tendent aussi l'utilisation de produits stipulés, dopants?
améliorant la performance. Je pense qu'un des dénominateurs communs en ce qui concerne l'utilisation de certaines substances dans le sport et en dehors du sport, c'est la quête de la performance, quoi. S'il y a une communauté de pratique où la performance, c'est vraiment l'objectif principal, c'est le sport, quoi. Il faut essayer tout pour essayer de gagner. Et puis, pendant très longtemps, l'utilisation de certaines substances faisait part entière de cette pratique. Déjà en fin du 19e siècle et au début aussi du 20e siècle, c'était vraiment intégré. Ensuite, en parallèle, s'est développé un courant de pensée légèrement différent. Et puis ensuite, la discussion sport amateur, sport professionnel, etc. Et c'est annoncé. Et puis, le comité olympique a pris un premier virage en acceptant le professionnalisme du sport, qui ensuite, bien évidemment, est devenu encore plus accentué en ce qui concerne la quête de la performance par tous les moyens. Et puis le dopage continuait d'être un moyen pour y arriver. Avec quelques balbutiements dans les années 60, il y avait des voix comme quoi c'était peut-être pas bien, sans qu'il y avait nécessairement de très bons arguments pour sous-tendre cette position, jusqu'à un moment clé, et c'est un Tour de France de cyclisme, et dans les années 90-90, où un scandale, on appelle ça le scandale Festina, a éclaté, quand un soigneur a été arrêté à la frontière entre la Belgique et la France avec dans sa voiture plein de fioles de substances dopantes, EPO, mais également héroïne et autres substances. Et puis il était en route pour rejoindre son équipe en Irlande, où le Tour de France commençait, pour apporter finalement tout ce qui était nécessaire pour soigner au mieux l'équipe avec des valences pour gagner ce Tour de France. Et cela a basculé quelque chose de façon très intéressante. À l'époque, c'était une ministre des Sports, Marie Buffat, plutôt du côté gauche, communiste, qui a pris cette affaire très au sérieux en disant « Le cyclisme aujourd'hui, c'est un environnement professionnel, c'est-à-dire que les cyclistes sont des employés. Et ces employés sont maintenant, de façon concertée, organisée, obligés à consommer des substances, et pour moi, ça ne va pas. » Donc c'est cette logique-là qui ensuite déclenché la pensée autour de ces pratiques, qui finalement a fait en sorte que le comité olympique, avec différents États membres des Nations Unies, qui ont pris la décision, mais tiens, on va mettre sur pied une agence mondiale antidopage, et on va essayer d'en finir avec ça, parce que c'est pas possible que dans le sport professionnel, il y a cette pression de consommer des substances pour améliorer la performance. Donc voilà, l'Agence mondiale antidopage a été mise sur pied au début des années 2000, et la logique est incroyablement similaire à la logique initiale du temps de Nixon, la guerre contre les drogues, ben voilà, la guerre contre le dopage. Et puis l'objectif est encore affiché aujourd'hui, c'est éradiquer la pratique du dopage dans le sport. Avec ensuite, à côté, une politique qui est drôlement répressive. Je ne sais pas si vous êtes dans la salle au courant qu'aujourd'hui, comme étant un athlète d'élite, vous êtes obligé de renseigner votre endroit où vous êtes à chaque heure de la journée. Par exemple, si vous avez prévu aujourd'hui d'assister ici à cette table ronde, vous aurez dû mettre que vous êtes là, afin de permettre des contrôleurs antidopage de vous trouver à tout moment de l'année, Noël, Pâques, etc. Et j'en passe tous les autres aspects, mais c'est un milieu vraiment très, très, très répressif, où dans un sens, la logique guerre anti-drogue, par la petite porte de derrière, rentre de nouveau sur le terrain, mais maintenant à travers le sport. Avec ensuite des conséquences en dehors du sport, parce qu'il y a aussi des voix maintenant qui s'élèvent, mais quid les étudiants qui sortent d'examen, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des tests d'urine, etc. Bon, je m'arrête pour le moment ici. Je pense qu'on a suffisamment de matériel pour continuer la discussion, et puis on pourra reprendre certains de ces éléments plus tard dans la discussion. Alors, discours répressif que j'entends derrière éradiquer le dopage, enfin, élude aussi le côté un peu ressources des usages. Et donc peut-être que Gladys pourrait nous en toucher un mot sur ces usages qui sont utiles aussi dans le champ professionnel, à quoi ils servent, comment ils sont motivés, et en quoi, à la fois sur le plan individuel, mais systémique aussi, je dirais d'une certaine manière, on peut les expliquer, en fait, en l'occurrence. Je vais peut-être passer le micro. Merci, oui.
Alors, moi, j'ai un peu une double casquette, effectivement, et de chercheur et d'intervenante. Donc, mon questionnement, c'est les interrelations des consommations avec le travail et aussi les modalités d'intervention. Je dis ça parce que par rapport à cette question, je vais y répondre, mais il y a énormément d'éléments en fait qui ont été apportés par la table ronde de tout à l'heure, qui sont des dynamiques complètement communes avec le milieu professionnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à raisonner en mondes qui seraient dissociés les uns des autres. Finalement, l'espace public dont il était question ce matin, on peut tout à fait parler d'espace, enfin l'entreprise comme un espace particulier, enfin, où les entreprises, quelle que soit une modalité, du coup aussi le monde du sport professionnel aussi. Mais je trouve que c'est intéressant de raisonner comme ça, c'est-à-dire finalement de cet espace particulier qui est le monde de l'entreprise, associative ou autre, hein, et du travail, parce qu'on voit que finalement, c'est les mêmes questions qui se posent. Et j'ai noté un certain nombre de choses qui ont été dites par Mélissa tout à l'heure et qui peuvent être exactement... Enfin, moi, à la fois dans mes travaux de recherche et dans mes interventions, je retrouve les mêmes formulations. De type, on a peur, la question de la peur, de consommer pour faire face à la peur. Alors là, en l'occurrence, c'était une situation particulière, mais en milieu de travail, ce qu'on voit beaucoup dans les fonctions ressources des produits, qu'ils soient licites ou non, c'est beaucoup consommer de peur de ne pas être à la hauteur, de peur d'être empêché par des troubles musculo-squelettiques ou autres, enfin des douleurs physiques qui font que finalement je ne serai plus en capacité ou ce serait trop douloureux de continuer à travailler dans ces conditions, donc je prends des antidouleurs, licites ou illicites, hein, encore une fois. Mais et ce qui est intéressant, c'est que cette fonction de ressource, finalement, on voit, si on déplie, elle pointe vers la conclusion qui a été celle de Marie Geoffroy-Rostid tout à l'heure, qui est que, attention, finalement, de ne pas en rester à juste ce couplage consommation-peur, mais de l'ouvrir, de tirer ce fil-là pour voir peur de quoi. Et finalement, derrière la peur de ne pas être à l'auteur, il y a surtout la peur parce que je ne peux pas dire que je ne suis pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les organisations de travail, on est mis dans les organisations contemporaines, hein, évidemment, ça c'est discutable en fonction de vos métiers, mais globalement, les dynamiques qui sont les dynamiques vraiment principales aujourd'hui, et qui recoupe d'ailleurs le monde du sport finalement, c'est cette idée de performance au sens où mieux, plus vite, avec moins de moyens, en fait, c'est mieux que de discuter les moyens, que de discuter les temporalités. Donc, et en plus, ça se couple avec le fait que c'est à charge de chacun de nous. C'est-à-dire que c'est une approche très individualisante de la performance. Et donc, il y a peu d'espace pour dire que non, mais là, c'est trop vite pour moi, ou là, c'est trop demandé pour moi, ou là, je manque de moyens. En plus, avec, en fonction des milieux, des pays ou des entreprises, un peu du chantage à l'emploi. Donc, t'en fais pas. Si tu veux pas rester dans ces conditions-là, il y en a d'autres. Alors, c'est intéressant parce que les métiers en tension sont des métiers maintenant c'est-à-dire où on a du mal à recruter, sont des métiers où la discussion va s'ouvrir un peu différemment. C'est-à-dire que, non, finalement, si moi j'ai à dire des choses sur ce qui se passe, voilà, je suis en train de consommer, je me rends compte, ça m'alerte, ou je veux pas consommer parce qu'en fait, c'est pas normal que je sois à ce point fatiguée, à ce point stressée par mon travail. Je refuse de prendre en charge individuellement en allant voir mon médecin, ou sinon, si je le fais, c'est ponctuellement, mais je veux pouvoir discuter mes conditions de travail et mon organisation de travail. Là, dans les métiers en tension, c'est intéressant parce que le rapport pourrait, le rapport de pouvoir et de décision pourrait se négocier. Et ce qui est intéressant, c'est que, notamment en France, hein, je ne sais pas si c'est vrai dans les autres pays, mais il y a beaucoup de métiers en tension qui sont des métiers dans lesquels, statistiquement, on consomme plus de produits psychotropes. Les métiers de la restauration. Alors là, le lien que je fais n'est pas démontré statistiquement, mais c'est une hypothèse, vraiment. Le fait est qu'il y a des corrélations, après, en termes de causalité, je ne sais pas, mais des corrélations vraiment entre des métiers où il y a eu des alertes, où on a des difficultés, des conditions de travail, pas forcément des rémunérations à la hauteur des engagements. Et finalement, on voit aujourd'hui et c'est là où ça consomme, et on voit aujourd'hui qu'on a du mal à recruter. Donc sur cette question de la ressource, moi ce qui m'importe, et ça rejoint vraiment aussi l'alerte sur, ou en tout cas ce qui a été pointé sur
la notion de frontière et la notion de termes qui sont utilisés, c'est que finalement, les frontières, il faut vraiment faire attention d'ouvrir, enfin de ne pas avoir des frontières qui cloisonnent ou qui ouvrent des couloirs de nage, mais des frontières qui soient pensées dans une logique vraiment de système et d'écosystème. Donc c'est intéressant de regarder à la loupe, mais vraiment de regarder aussi les déterminants plus profonds, plus sociaux, plus sociétaux. Et j'en finirai par... J'ai un collègue psychosociologue du travail qui dit peut-on soigner les individus sans soigner la société? Moi, je dirais à un moment donné, peut-on soigner les consommations sans soigner le travail, sans soigner les organisations de travail? La transition est toute trouvée, peut-être pour donner la parole à Antoine, qui, lui, va plutôt nous faire part d'une expérience personnelle et professionnelle, puisque les deux sont intimement liés. Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Oui, alors, effectivement, Grégory, moi, je suis pas ici, contrairement aux personnes à mes côtés, qui sont toutes auréolées d'une passionnante et riche expertise académique. Moi, je suis là... tout simplement parce que ça fait 10 mois que je suis abstinent, que j'ai décidé de ne plus consommer d'alcool. Et c'est une démarche que j'ai rendue publique, puisque j'ai écrit un article sur mon parcours en juillet, donc à l'occasion de mes 6 mois d'abstinence. C'était un article où j'ai essayé de m'observer, d'observer toutes mes facettes, et de déconstruire finalement la relation que j'avais construite avec l'alcool, à la fois dans ma vie privée, que ce soit dans mes relations amicales, amoureuses, dans ma sexualité, mais aussi dans le cadre professionnel. Et j'ai pu relever 2 dynamiques à mes yeux. Une première dynamique inconsciente et une deuxième dynamique plutôt consciente. La première, cette dynamique inconsciente, c'est que je pratique ce que j'appellerais un journalisme conflictuel, c'est-à-dire que je vais de façon hebdomadaire à la confrontation, ce qui me vaut régulièrement des vagues de haine sur les réseaux sociaux, mais aussi des menaces, des intimidations. J'ai été agressé aussi une fois, mais aussi quantité de procédures judiciaires en tout genre. Et dans ce cadre-là, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au fil des années, ma consommation d'alcool s'est un peu intégrée dans ma manière qui n'était à l'époque pas la bonne pour gérer mes émotions. Et très concrètement, pour tenir la pression, ce qui s'est passé un peu de façon insidieuse, c'est que j'ai commencé à boire un peu comme je prendrais un anxiolytique. C'est-à-dire que très concrètement, mes after-work n'avaient plus pour elles le sens que de partager un moment convivial avec mes collègues, mais juste de pouvoir relâcher la pression après une journée difficile. Et ma manière de relâcher la pression après une journée difficile, c'était boire de l'alcool. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que j'ai pu remarquer que j'ai utilisé l'alcool comme un outil pour parvenir à mes fins journalistiques. Je suis vaudois, canton viticole par excellence. Et il est rare d'avoir une conférence de presse ou un événement officiel qui ne soit pas suivi par un apéro durant lequel il y a de l'alcool. Moi, j'ai toujours pensé, je le pense d'ailleurs toujours, même si je ne bois plus d'alcool, que ce qui est intéressant pour moi en tant que journaliste, c'est pas ce qui se dit à la conférence de presse, c'est ce qui se dit après. Et ma manière pour moi, à la fois d'aller au contact, mais aussi de mettre mon interlocuteur, mon interlocutrice en confiance, c'était de trinquer, de boire un verre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Pour plusieurs raisons, j'imagine. La première, c'est qu'il y a un proverbe russe qui dit que ce qu'un homme sobre a dans la tête, un homme saoul au bout de la langue, c'est vrai. Mais aussi parce qu'il y a une relation de confiance. C'est ce que j'ai pu observer qui se noue. On boit ensemble, on traque ensemble, on crée une relation presque intime. Et ce lien, c'est l'alcool. Et donc, effectivement, en arrêtant de boire, j'ai dû apprendre quantité de choses, je continue d'en apprendre aujourd'hui, mais j'ai dû apprendre à travailler autrement, véritablement. Et c'est toujours un work in progress. Merci pour le proverbe russe qu'on va retenir, je pense. Ok, je vais peut-être donner la parole à Laurence, parce que toi, tu es une actrice de la prévention, et donc ce serait quand même intéressant de savoir aussi dans le champ de l'entreprise, qu'est-ce qui pousse justement, je dirais, ces secteurs d'activité à te solliciter et à faire de la prévention sur ces questions-là, en l'occurrence.
Oui, est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui, cette fois-ci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, nous, on est plutôt interpellés par les entreprises, en tout cas en Belgique, qui doivent mettre en place, notamment les entreprises publiques doivent mettre en place la CCT 100, qui est la Convention collective de travail numéro 100, et donc qui impose aux entreprises de mettre en place un plan de prévention par rapport à la consommation d'alcool et de drogue. Alors en Belgique, l'alcool, c'est vraiment un peu notre marque de fabrique. On a assez spécialisé dans les bières, et donc chez nous, l'alcool, c'est un petit peu notre fierté nationale. Et donc parfois, c'est très compliqué pour les entreprises de décréter la tolérance zéro. Certaines le font et d'autres ne le font pas. Ils préfèrent. Il y avait une entreprise avec laquelle on avait travaillé qui nous disait clairement, nous, on a quand même envie de garder cette entreprise familiale, cette entreprise où on peut boire un verre dans toute gestion, une gestion de l'alcool, et de ne pas l'interdire. Et donc voilà, ici, vous n'aurez pas de réponse magique, malheureusement, par rapport à la prévention, parce que évidemment, en fonction du contexte dans lequel on intervient, les choses qu'on va mettre en place avec les équipes vont être très, très différentes. Mais donc, c'est vraiment essayer de faire comprendre aux entreprises que la consommation problématique d'un de ses employés, qu'elle soit occasionnelle ou qu'elle soit répétée, c'est de leur faire comprendre que ça peut en tout cas faire partie d'un symptôme du travail, et que la consommation chez l'employé n'est pas uniquement due à l'individu, mais est également due à l'environnement de travail dans lequel cette personne gravite. Et donc que l'environnement de travail peut évidemment mettre des choses en place pour essayer que cette consommation soit moindre, en tout cas soit gérée de manière un peu plus gérée, justement. Donc on va vraiment essayer de travailler ça. La porte d'entrée, nous, c'est les assuétudes, les consommations. Après, on va principalement élargir au bien-être, parce qu'il y a des personnes qui ne consomment peut-être pas de manière problématique au travail, mais c'est pas pour ça qu'elles n'ont pas des choses qui ne leur conviennent pas au travail. Ça me fait penser à un exemple que j'ai vécu au Centre Alpha dans lequel je travaille. On a un médecin qui a fait la formation en tabacologie, et donc il devait mettre en place un projet de prévention par rapport au tabac au sein de l'Alpha. Et il voulait proposer, en fait, pour tous les fumeurs, des alternatives bien-être. Donc, pour ne pas systématiquement passer par une consommation de tabac, leur proposer des activités de différents types en concertation avec les travailleurs du centre. Et donc, les non-fumeurs étaient là, c'est sympa, mais nous, on a peut-être des tensions aussi. On va peut-être pas fumer, on va peut-être pas picoler, mais on va peut-être manger un peu plus, se goinfrer de chocolat, faire du shopping compulsif ou autre. Et donc, on s'est dit, il faudrait réfléchir au bien-être global du centre. Donc, on a réfléchi avec lui, et donc chacun lui donnait des idées, parce que moi, je sais ce qui me fait plaisir, je ne sais pas ici ce qui vous correspond à votre bien-être. Et donc, on a travaillé vraiment ensemble à mettre en place au sein de l'Alpha, mais donc là, évidemment, notre direction a dû donner un accord aussi pour nous accorder sur notre temps de travail des moments où on peut se retrouver entre collègues sans passer par le tabac ou par d'autres substances, mais donc pour trouver du bien-être. Et donc, on a développé au sein du centre des activités yoga, des balades pendant le temps de midi. Donc, c'était un collègue qui était formé au yoga, qui adorait le yoga, qui nous donnait des petites séances de yoga. Donc, ça ne devait rien coûter à l'entreprise, parce que on travaille quasiment toutes et tous dans le social ici, donc on sait que l'argent peut être vraiment un frein. Et donc, on a développé ça au sein du centre. Et dans les entreprises avec lesquelles on travaille, on va vraiment essayer de voir un petit peu le sens de la consommation pour les personnes, et de mettre en place des projets de prévention au sein de l'entreprise en concertation avec les employés. Donc, souvent, on va réunir plusieurs personnes au sein de l'entreprise qui ont des casquettes différentes. Donc, il y a autant la direction que le manager, il y a aussi les syndicats, il y a la personne de confiance, il y a des travailleurs qui, eux, amènent leur expérience de terrain et leur expérience au sein de l'entreprise, qui n'ont pas toujours le même regard que la direction, évidemment. Et donc, on va travailler comme ça et avancer comme ça pour créer des projets de prévention en concertation avec tout le monde et essayer que ça se passe au mieux. Alors, évidemment, les entreprises qui font appel à nous, souvent, sont ouvertes, et on essaye vraiment de travailler leur représentation par rapport aux consommations pour essayer d'ouvrir le champ et essayer d'ouvrir la compréhension aussi des addictions. Et malheureusement, il y a des entreprises qui font appel à nous et avec lesquelles on a déjà refusé de travailler, parce que quand elles font appel à nous, c'est uniquement par validation
d'une démarche qu'elles ont déjà pensée et qui ne rencontre pas du tout notre philosophie de travail. C'était une entreprise, par exemple, qui voulait travailler sur le tabac. Et donc, nous, on amenait plusieurs possibilités pour réduire la consommation de tabac au sein de l'entreprise, parce que ça posait vraiment question à la direction. Et en fait, en déconstruisant avec eux, on a très vite compris, et ils nous l'ont dit clairement, qu'ils voulaient carrément arrêter les pauses, donc enlever les pauses à leurs employés, mais fumeurs et non-fumeurs. Donc imaginez-vous une journée de travail de 8 heures sans pause. Voilà, ça peut faire long. Et donc là, on n'est vraiment pas rentré dedans parce que ça nous pose vraiment des questions au niveau éthique notamment. Merci Laurence. Bengt, je vais peut-être t'interroger parce que, en fait, en discutant avec toi, je me suis rendu compte que sur la question du dopage, il y a quand même beaucoup de subjectivité, puisque entre les substances interdites et les substances, je dirais d'une certaine manière, celles qu'on peut valider scientifiquement, je dirais d'une certaine manière, en tant que substance dangereuse, il y a souvent aussi un écart. Et cet écart aussi, je dirais, on peut y observer un effet placebo. Donc manifestement, la question de l'efficacité, puisqu'on a beaucoup parlé de performance, est un peu floue sur ces questions. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait, par rapport à tout ça? Alors, le sport, c'est un objet d'étude tout à fait intéressant quand on pense à l'utilisation des substances et comment la société d'aujourd'hui, voire demain, devrait s'occuper de ça et de faire en sorte que ça se passe au mieux pour l'individu et la collectivité. Parce que pour le moment, le sport a vraiment pris le virage de l'interdiction, mais plus que totale, avec une approche très inclusive en ce qui concerne ce qui serait donc à ne pas permettre. Et il y a donc il y a une longue liste de substances et des méthodes. Et sur cette liste, il y a des substances qui sont mises par un comité qui ne partage pas sa réflexion, les raisons pour le faire. Et il y a 3 arguments qui sont utilisés. Et 2 des arguments doivent être, disons, atteints afin que la substance trouve éventuellement sa place. Et le premier argument, c'est que ça augmente la performance, ça on peut comprendre. Mais la deuxième partie de cela, c'est que ça pourrait augmenter la performance. Donc voilà, ça devient déjà un peu plus inclusif. Le deuxième, c'est nuisible pour la santé, complété avec ça pourrait nuire à la santé. Et donc, troisième, c'est contre l'esprit du sport. Et l'esprit du sport, c'est un truc un peu flou, où il y a plein de bonnes idées et de mauvaises idées dedans. Mais vous voyez quoi, donc on a les arguments pour mettre tout n'importe quoi sur la liste. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Aujourd'hui, il y a entre 400 et 500 substances et dérivés de substances qui sont sur la liste, complétées encore avec des phraséologies comme si jamais on inventerait encore un produit qui s'apparentait à un des produits déjà sur la liste, sans le nommer de façon explicite, ce serait également interdit. Donc vous voyez, c'est incroyable. Alors si on applique ensuite ces principes de façon vraiment directe, on pourrait interdire plein d'autres choses. Hein. J'ai écrit un petit article, c'était bien amusant d'écrire parce qu'il y a des bons arguments d'interdire également des placebos parce que ça peut augmenter la performance, ça peut nuire à la santé et c'est strictement contre l'esprit du sport. Et on pourrait même pousser plus loin. L'eau, ça augmente la performance. Si on en boit trop, oh là là, on peut mourir d'hyponatrémie. Et puis, voilà, peut-être c'est aussi contre l'esprit du sport. Vous voyez que c'est quelque chose qui est devenu un peu très bizarre. Pourtant, ça a été mis en place pour des raisons juridiques simples. C'est qu'ils veulent absolument faire tout ce qui est possible pour essayer d'obtenir quelque chose qui est finalement une sorte de rêve, chimère bizarre, une sorte de Übermensch. C'est l'athlète qui est parfait, qui est beau, qui nous plaît en faisant sa performance. Usain Bolt qui écrase les records du monde à Beijing, on s'en rappelle, et surtout qui ne bat pas sa femme, qui paye ses impôts, qui ne s'injecte pas avec des seringues, des saloperies dans les veines, etc. Donc voilà ce qui est mis en place aujourd'hui et qui pose problème pour plein de raisons qu'on peut encore discuter, avec moi, je pense, une crainte, c'est que voilà, ça crée un climat dans la société en ce qui concerne la substance, la méthode et la performance qui déteint sur ce qui se passe en dehors du sport. Parce que le sport, c'est un peu une île un peu à part, avec des règles à part. Malheureusement, ça influence beaucoup ce qui se passe ailleurs. Et voilà, donc, encore une fois, c'est les appels dans les parlements, je les ai entendus. Et
les étudiants, est-ce qu'il ne faudrait pas tester l'urine, etc. On le fait dans certaines écoles aux États-Unis. Hein. On sent par la petite porte derrière la pensée prohibitionniste, tolérance zéro, de nouveau devenir sur le devant de la scène. Est-ce que c'est justement, Joanne, ce discours hygiéniste, prohibitionniste qu'on peut repérer justement sur l'usage des médicaments aujourd'hui? Oui. Justement, je voulais revenir sur cette question de dopage. Tu sais, quand on disait, est-ce que dopage sportif et dopage cognitif, parce qu'on parle beaucoup de dopage cognitif, justement, pour augmenter la concentration, etc., dans les universités. Et c'est vrai qu'on en rit un peu, mais effectivement, aux États-Unis, c'est une question sérieuse. Alors, on songe à est-ce qu'on va prohiber effectivement l'usage de substances, de psychostimulants, par exemple, dans les universités, avant les examens, etc., etc. Et c'est parce que, d'une certaine façon, c'est extrêmement banalisé aussi. Mais est-ce que, justement, cette notion de dopage sportif a contaminé d'autres milieux où il y a une compétition, etc. Et c'est quoi la différence entre les deux? Quand je parlais tout à l'heure de banalisation, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement banalisé. Je pense que les chercheurs essaient, en ce qui concerne les étudiants universitaires, essaient depuis une quinzaine d'années de faire des études de prévalence. Et c'est hyper complexe parce qu'il y a quand même un tabou, il y a quand même le secret et la peur, justement, de dévoiler. Mais en même temps, on est devant des consommations qui peut-être peuvent poser problème au niveau de la santé, mais peut-être pas tant que ça non plus. Est-ce que c'est des consommations qui sont habituelles ou qui sont ponctuelles, ou etc. Donc, mais ça pose toute la question, justement, de qu'est-ce qu'on entend par dopage. Parce que, justement, les bioéthiciens, par exemple, se posent la question de savoir c'est quoi la frontière entre, justement, prendre du café, des pilules de caféine, ce genre de choses-là, et prendre, par exemple, des médicaments qui ne nous ont pas été prescrits, mais à des fins de performance. Donc, à partir de quand, en fait, ça devient de la tricherie? Et est-ce que vraiment le terme est pertinent, en fait? Il y a des bioéthiciens qui finalement sont très en faveur de l'usage de substances à des fins de performance cognitive, parce que en disant ben, ça va améliorer finalement l'ensemble de la société, d'avoir des gens plus performants, plus concentrés, etc., et peut-être plus intelligents, entre guillemets. Donc, c'est ça. Jusqu'où tient, en fait, ce modèle de dopage quand on parle de l'usage de substances dans différents milieux de travail ou d'études? Petite réaction rapide pour illustrer cela plus clairement aussi pour le public, c'est qu'un des directeurs de l'Agence mondiale antidopage, il y a quelques années, avait texto dit, vous voyez, quelques cafés bien serrés avant une performance, ça va, c'est OK. Mais prendre la caféine sous forme de pilule, non, ça ne va pas, c'est du dopage. Donc là, on voyait directement depuis l'intérieur de l'antidopage illustrer le côté symbolique aussi de la chose. Il s'agit de médicaments. Pourtant, le café contient de la caféine, quoi. C'est stricto sensu la même substance. Mais la pratique de prendre un café avant une performance, c'est OK, mais prendre ensuite la caféine sous forme de cachet, vraiment en cherchant l'effet de performance, non, ça il faudrait, si possible, l'interdire. Et là, je pense que ça résonne aussi avec l'imagerie qui est toujours là encore. Tout à l'heure, dans la première table ronde, j'étais frappé comme quoi on utilise l'image du drogué vraiment très négatif, noir, les sérins qui traînent partout, maigres, etc., finalement comme une excuse pour finalement attaquer
l'autre qui ne correspond pas au doxa commun de la société qu'on ne veut pas. On veut le mettre dans l'invisibilité, on le rejette. Et ça, c'est une dynamique qu'on a aussi vue avant dans l'histoire. C'est pourquoi le marijuana aux États-Unis a été finalement rendu tellement interdit. C'est les Mexicains, et puis on voulait se débarrasser des Mexicains. La même chose avec les Chinois à Los Angeles et les opiacés. On voulait se débarrasser des Chinois qui avaient piqué tous les jobs, et puis quand c'était un peu moins bon de l'économie, voilà, il fallait s'en débarrasser. Ensuite est arrivé les cracks, excellente opportunité pour attaquer les personnes de couleur plus foncée. Et puis je pense que cette même dynamique est toujours à l'œuvre aussi en Europe quand il s'agit aujourd'hui de ces problèmes. On ne devrait pas soigner le problème de la visibilité de ces drogues, non, mais plutôt la détresse qui est finalement la raison de la surgence de cela. Ça a été en filigrane tout à l'heure bien illustré. Du coup, je vais rebondir. Alors, moi, vraiment, je trouve que c'est très intéressant cette question de la frontière et des termes. Parce que finalement, c'est quoi la fonction ? Qui détermine les frontières ? Quels termes utilisons-nous ? Et c'est quoi la fonction de la frontière ? En vrai, dans le monde du travail ou en tant que professionnel, qu'on appelle l'usage de telle ou telle manière, ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Vraiment, les études sur justement les interventions montrent que c'est pas les mots, en gros, c'est pas la recette qui fait la cuisine à un moment donné. Comment dire, la prégnance de cette question de la frontière, du dopage, non, on ne va pas utiliser le terme dopage en milieu professionnel, parce que finalement, il y a la dimension juridique du dopage qui va arriver. Oui, non, mais c'est pas interdit en milieu professionnel. On voit bien à un moment donné comment, justement, l'histoire des frontières ou du cloisonnement empêche de travailler, en fait. Et les termes aussi, addiction, par exemple, tu évoquais. Et ce qui est intéressant, et juste sur le terme addiction, je vous renvoie à, si vous voulez bien, mais il y a une série de podcasts qui ont été, qui a été faite par la Fédération Addiction, et le premier porte sur, alors j'ai plus en termes, je vais vous dire exactement pour pas me tromper. Je l'avais noté. L'épisode 1, voilà, l'évolution des conduites addictives et de leur représentation. Ce que je trouve de super intéressant dans cet épisode, c'est que donc on parle d'addiction, conduite addictive, et puis ça finit par prendre en fait plusieurs définitions. C'est-à-dire addiction, oui, mais pas vraiment comme une maladie, machin. Et puis à un moment donné, il y a Jean-Michel Delille qui dit non, mais la vraie addiction, c'est voilà. Et là, on est du côté effectivement de la pathologie addictive. Mais je trouve que vraiment ce podcast est intéressant parce qu'on se rend compte que le terme addiction est socialement fort. Conduite addictive en milieu de travail, c'est le terme adéquat qui est utilisé. Sauf qu'en fait, on ne sait pas. Concrètement, ça veut dire quoi ? Et ce que ça pointe, c'est que dans le concrètement, justement, il y a un déficit d'interroger les professionnels sur leur conso. C'est-à-dire que finalement, la question, c'est l'usage. Et puis, on ne saura finalement quels sont les usages que si on discute, que si on ouvre la discussion sur les consommations. Et c'est là où le point commun avec la table ronde de tout à l'heure, vraiment, le commun est énorme. À cet endroit-là, il y a beaucoup de gens autour, des chercheurs, dont je suis, qui essayons de faire bouger les lignes, mais finalement, on se rend compte qu'à un endroit, si on prend la place des travailleurs consommateurs ou des sportifs consommateurs, on participe en fait d'un certain nombre d'empêchements où finalement on renforce, j'allais dire, la fonction politique, parce qu'on se disait la fonction politique des drogues, mais la fonction politique de la manière de nommer les choses aussi, ça c'est une vraie question, quoi. Et c'est là où c'est intéressant ce que tu disais, c'est que finalement la question c'est les usages et la fonction des usages. Tu disais l'alcool outil, en fait ça on ne peut y accéder que si on part du point de vue des travailleurs consommateurs. Et que plus les politiques de prévention et d'intervention au milieu de travail créent les conditions que les choses se discutent
du point de vue des travailleurs, de leur conso, de ce que ça pointe dans le travail, parce qu'en fait, il se passe exactement dans les entreprises ce qui a été décrit ce matin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on interroge dans la rue des personnes sur leur conso, très vite, ça va passer à des questions de logement, à d'autres questions. En milieu de travail, c'est la même chose. Si on interroge, ce que tu disais, l'alcool, évidemment, il y a des éléments qui vont venir de ma sphère privée, mais si je suis en milieu de travail et qu'on me questionne sur mes consommations au regard du travail, et en plus c'est là où l'entreprise est légitime, elle n'est pas légitime d'aller chercher la manière avec laquelle je conduis ma vie, mais les raisons pour lesquelles c'est pertinent d'aller questionner les consos, c'est dans ces composantes professionnelles. Et finalement, aller chercher les consommations pour leur caractère professionnel. Et là, on voit que du coup, le débat, c'est le caractère professionnel. Et la connaissance, elle a besoin d'être produite cela. Et souvent, on tortille un peu et on a du mal à y aller, quoi. Oui, et ben je vais rebondir justement là-dessus. Et sur Bengt aussi, je vais essayer de ne pas m'égarer. Mais oui, justement, en entreprise, nous, une des premières questions quand on fait appel au service prévention du Centre Alpha, c'est comment est-ce qu'on reconnaît qu'un travailleur a consommé de l'alcool? Est-ce que s'il a les yeux rouges, c'est parce qu'il a consommé du cannabis? Et donc, il y a vraiment des critères comme ça un peu physiques. Et la légitimité d'intervention et d'interpeller quelqu'un, c'est vraiment sur le comportement qu'il a et essayer de l'interpeller sur, justement, qu'est-ce qui dysfonctionne, interpeller sur des faits concrets. Quand on interpelle quelqu'un sur des faits concrets, là, voilà, vous ne pouvez pas dire tu t'es trébuché ce matin, il ne va pas vous dire non, c'est pas vrai. Alors que tu sens l'alcool, bon, c'est un peu plus compliqué, et même pour rentrer en relation avec la personne, c'est complètement difficile. Et donc là, c'est vraiment l'intérêt d'entrer en contact et d'expliquer les consommations aux personnes qui travaillent en entreprise, parce que c'est interpeller sur des comportements, sur une baisse de rentabilité, par exemple, là où il n'y en avait pas avant, essayer de comprendre ce qui se passe, et donc essayer aussi de mettre en place des choses dans le ROI de travail. Nous, on se rend compte vraiment quand on travaille avec les entreprises, mais aussi avec d'autres institutions comme des écoles, par exemple, des équipes pédagogiques et éducatives. Là où ça coince souvent, c'est dans le règlement de travail, dans le règlement d'ordre intérieur, parce que on est souvent assez à l'aise avec le tabac, l'alcool et encore, mais avec d'autres produits, on n'est pas spécialement à l'aise parce qu'il n'y a rien de prévu. Et donc, souvent, ça va être du 2 poids 2 mesures quand on va interpeller les personnes. On va se dire, oui, si lui, je l'ai vu, mais je vais faire comme si je n'avais rien vu, alors qu'une autre personne, je vais peut-être l'interpeller de manière plus virulente. Et donc, c'est vraiment ça aussi l'intéressant quand on... Je m'entends trop bien. Non. Ou je parle trop. On a coupé mon micro exprès. Non, je rigole. Et donc, ce qui est intéressant, je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Donc c'est vraiment d'interpeller les personnes sur des faits concrets et d'avoir un ROI pour ne pas faire du 2 poids 2 mesures. Et quand on applique des mesures de prévention et des règles par rapport aux consommations, ça doit vraiment s'appliquer à tout le monde et pas à une partie des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, par exemple. Merci. Enfin, Laurence, oui. Tu voulais prendre la parole, Joanne? Non, c'est au cas où. Ça marche. Bon, justement, parlant de substances, je voulais revenir un peu sur cette dimension-là et sur la question du médicament, parce que nous, dans notre projet de recherche, en fait, on a travaillé sur 3 domaines qui sont très contrastés, assez des métiers très bien insérés, assez prestigieux finalement. Les musiciens d'orchestre classique, les experts en finance et puis les chefs cuisiniers et tout. Et dans le fond, alors c'est pas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des consommations de médicaments et autres substances, mais quand même beaucoup de consommations qui sont propres à chacun de ces domaines-là, en fait, et différentes en fonction de ce qui est attendu finalement en termes de performance des personnes qui font partie qui sont dans ces métiers-là. Par exemple, les musiciens, c'est la consommation de bêta-bloquants, en fait, qui sont des médicaments. Ils ne sont pas des psychotropes, mais qui sont des médicaments qui permettent d'éliminer tous les signes apparents du tract, du stress, donc les tremblements, la bouche sèche, etc., mais qui agissent sur la performance finalement des musiciens. Et ça, c'est hyper généralisé maintenant. C'est selon une enquête relativement récente, là, c'est 70% des musiciens
professionnels de musique classique, finalement, qui prennent des bêta-bloquants avant les concerts. Donc là encore, toujours cette question, est-ce qu'on parle de dopage ou pas dopage, etc. Est-ce que le médicament leur a été prescrit, même s'il n'y a pas d'indication pour prescrire des médicaments à ces fins-là? Ou alors est-ce qu'ils l'ont obtenu de leurs collègues, etc. Donc, les musiciens, c'est les bêta-bloquants. Les experts en finance, c'est, bon, évidemment, les psychostimulants, mais aussi le microdosage de psychédéliques maintenant. Bon, la cocaïne, peut-être pas tant, en tout cas. Mais donc, différentes substances phares par rapport à ce domaine-là, puis à ce qui est attendu des chercheurs et pas des chercheurs, des travailleurs dans ce domaine-là. Et finalement, ben, en cuisine, là, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de substances qui circulent. Mais donc, c'est pas simplement une question de usage d'alcool ou usage d'autres substances indifférenciées. Il y a vraiment un lien avec le domaine et puis ce qui est attendu du domaine. Puis ce que Antoine disait tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir la fonction, par exemple, de l'alcool comme outil, justement, et pas simplement pour, par exemple, se détendre ou enlever la pression après le travail, mais que ça devienne un outil de travail. C'est vraiment, il faut réfléchir à la question dans cette perspective-là, en fait. C'est ce qui est intéressant. D'accord, il nous reste 10 minutes et je vais vous poser à chacun une question épineuse. Vers quel modèle aller? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, réguler, aller vers une politique de réduction des risques et des méfaits? On va peut-être commencer par Bengt, si tu veux bien. Oui, je veux bien. Avec un éthicien de Leuven, on a réfléchi à la question et puis on a développé un raisonnement éthique pour proposer finalement une autre façon de faire dans le sport. C'est tout à fait éthiquement, moralement possible. Parce que, rappelez-vous, le dopage, c'est simplement une règle. Le sport, c'est un jeu dirigé par des règles, puis on a inventé une règle, pas de dopage. Ben, on pourrait aussi abroger la règle. Est-ce que c'est une bonne idée de totalement abroger la règle d'un seul coup, puis voilà, open bar? Moi, je ne suis pas sûr. Donc, quelque part, une solution un tout petit peu entre les deux extrêmes, open bar et répression totale, est peut-être quelque chose d'intéressant à concevoir. Et puis là, on a donc trouvé une éventuelle solution. On pourrait, un par un, prendre les substances de la liste et suivre simplement ce qui se passe dans le temps, avec un suivi renforcé au niveau médical pour s'assurer que surtout l'élément santé reste central. Et donc voilà, ce serait éventuellement possible, c'est inimaginable pour le moment, mais je pense que, étant donné le résultat de l'antidopage actuel et l'absence de futur permettant de croire que ça ira mieux en ce qui concerne cette idée d'éradiquer, je pense qu'il y aura un moment où on va arriver quand même à essayer de faire cela. Donc c'est exactement comme dans le domaine de la réflexion des substances psychotropes en dehors du sport, c'est réguler et trouver des recettes qui permettent de nouveau à trouver quelque chose qui n'est pas optimal, dans le sens que voilà, tout le monde est en super santé, vit longtemps, blablabla, mais quelque chose où les conséquences pour l'individu et la collectivité sont au mieux réglé. Donc, approche par réduction des risques, etc. Vous connaissez ça tout très, très, très bien. Je pense que aussi dans le sport, ce serait une possibilité. Merci Bengt. Joanne, sur cette question, tu peux nous en dire? Ben moi, je suis vraiment... Je préconise vraiment une approche qui est vraiment plus au niveau structurel. Je pense que souvent, comme je disais au début, le problème, il n'est pas tant chez l'individu ou chez les individus qui prennent des substances pour arriver finalement à tenir la tête hors de l'eau par rapport aux exigences de leur travail, mais vraiment qui sont un problème collectif et structurel qui est lié à des attentes de productivité qui sont sans cesse plus importantes. Et je pense que en même temps, peut-être il faut travailler sur des individus ou avec des individus, mais le problème, il est collectif. Donc, il faut réfléchir vraiment en ce sens-là, voir que plus on exige des individus, plus ils vont trouver des moyens qui sont à leur portée, et en l'occurrence,
à travers l'usage de différentes substances. Et plus ça va augmenter, par exemple, leur productivité, etc., et plus on va exiger. Tu sais, il y a comme quelque chose là, qu'il faut vraiment adresser au niveau des entreprises et des milieux de travail, je pense. Laurence, est-ce que tu voulais ajouter un petit mot par rapport à cette question? Oui, je rejoins mes collègues évidemment sur ce qu'ils viennent de dire. Je pense aussi que des journées comme celle-ci, pour mettre en avant justement les personnes invisibles et celles visibles qu'ils sont parfois encore plus par les médias, je pense qu'il y a vraiment une éducation en médias aussi à vraiment mettre en place par rapport à cette vision critique. On en avait un peu... Ghent était un peu... étonnée quand j'en avais parlé, mais en Belgique, en 2012, je pense, c'est l'université d'Anvers qui avait mis en avant que la consommation était vraiment problématique chez les médecins. Alors j'espère que personne ne va se faire opérer dans la salle où est enceinte. Mais donc la gestion d'alcool était vraiment problématique chez les médecins et notamment les gynécologues et les chirurgiens. Et donc, comme le disait Mélissa tout à l'heure, il y a vraiment des personnes qui sont mises en évidence et où certaines consommations vont être prônées chez certaines personnes et même parfois bien vues. Dans un des articles que je lisais avant de venir ici, c'est le Médor qui avait publié un article. Il dit c'est vrai que c'est mieux vu de consommer un bon verre de vin rouge plutôt qu'une Carapils. C'est une bière qu'on a chez nous qui est vraiment très peu chère. Et c'est vrai que c'est souvent la boisson un peu du pauvre ou des étudiants. Et donc, voilà, il y a vraiment une éducation aux médias, je pense, qui doit être faite par rapport à ça, parce que notamment en Belgique pour le moment, il y a, les médias mettent beaucoup en avant les consommations de rue notamment, et ça stigmatise encore plus ces personnes, alors que la problématique est vraiment bien plus large. D'accord, merci. Avant de permettre à Gladys peut-être de conclure, quand même encore un tout petit mot pour Antoine. Qu'est-ce qui aurait pu aider ou qu'est-ce qui pourrait être aidant à partir de ton expérience personnelle ? Question difficile. Je pense plus de prévention et de médiatisation de ce genre de phénomène. Bêtement, si j'avais entendu parler de ces mécanismes avant, peut-être que j'y aurais été attentif plus tôt, je ne sais pas. Après, de toute manière, on est tributaire de son déclic et de son chemin, mais il est vrai que je ne crois pas avoir... avant, moi, d'aller dans cette voie-là, je n'avais pas entendu un témoignage similaire. C'est grâce à des témoignages, moi, que j'ai décidé d'arrêter de boire. C'est grâce à des témoignages qui ne sont pas lisses, qui disent et qui racontent les choses qu'on considère comme honteuses. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans mon article pour vraiment permettre à tout à chacun de s'identifier et d'aller au-delà du discours policé un peu pudique qu'on peut souvent lire ou entendre. Mais disons, dans le cadre professionnel, j'avais jamais entendu de témoignage du genre. Donc je pense que bêtement, en parler comme on le fait aujourd'hui, c'est déjà un premier pas. Merci Antoine. Même question pour Gladys. Donc vers quel modèle aller, si c'est possible, de tenir en quelques minutes encore ? Merci, parce que franchement, c'est la place de la reine après tout ce que vous avez dit. Moi, je pense moi, je couplerais vraiment d'avoir une perspective réduction des risques en milieu de travail. Et ça rejoint ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que je pense qu'on est piégé souvent par des discours là où il faudrait du récit. Et franchement, je ne joue pas sur les mots en disant ça, c'est vraiment la différence. C'est-à-dire que le discours, c'est quelque chose qui est normatif souvent, parce que on veut tenir l'objectif dans le discours, un objectif présupposé qui serait consommer moins ou consommer c'est difficile. En fait, on ne sait jamais. Le principe de la réduction des risques, si on arrive dans cette dynamique-là en milieu de travail, c'est de se dire on ne sait pas. On sait des choses qui vont nous aider à savoir et à savoir avec les autres, et peut-être aussi aider les professionnels, enfin accompagner les professionnels qui soient dirigeants à comprendre c'est quoi cette question des consommations. Donc du coup, vraiment, cette recherche, enfin plutôt cette perspective de qu'est-ce qui se passe, mais surtout qu'est-ce qui se passe du point de vue des personnes. Et donc c'est là où le récit va permettre vraiment de comprendre. Et finalement, quand on laisse l'espace au récit, les fonctions arrivent.
elles sont parfois pas forcément de manière consciente, c'est ce que tu évoquais. Et d'ailleurs, moi, si je vous parle de mes consos, ça va être pareil. Il y a une part que j'ai conscientisée parce que c'est mon job, mais il y a plein de fois où il y a des fonctions professionnelles de mes consommations. Je suis dans le mouvement, j'ai fait même pas gaffe. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Donc la réduction des risques, à mon sens, est couplée avec finalement un accompagnement de la transformation du travail au sens où on a vraiment internalisé l'individualisation du travail. Les organisations, aujourd'hui, divisent les fonctions des uns et des autres et divisent le travail d'une manière, en tout cas les organisations contemporaines du travail, d'une manière où les critères d'évaluation de ce qu'on fait ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que historiquement, le travail était jugé par les pairs. Avant l'industrialisation et avant vraiment l'intensification du travail et le fonctionnement par objectifs qui sont définis par d'autres, la qualité est définie par d'autres que par nous-mêmes. Et ça, on sait que cette non-définition, enfin cette imposition de critères par d'autres que nous-mêmes, ça c'est une catastrophe en termes de santé et en termes même d'ailleurs de qualité du travail. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant comme ça, c'est-à-dire en permettant dans l'organisation du travail que la définition du bon travail de ces critères puisse être évolutif du point de vue des travailleurs, on en vient à ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que tu disais finalement, quand j'ai pris conscience de la fonction de mes consommations d'alcool, j'ai transformé mon travail, enfin, j'ai appris d'autres manières de travailler. Mais finalement, là, ce que ça dit, alors je ne sais pas mais est-ce que tu l'as fait individuellement ou est-ce que ça a pu se débattre collectivement? Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'alcool, on voit, c'est pas uniquement ton produit, c'est vraisemblablement le produit du groupe, mais comme souvent. Donc, ce qui est important aussi dans la prévention, c'est de créer les conditions, soit de renforcer les dynamiques coopératives de définition de la manière avec laquelle on travaille, de la manière avec laquelle on consomme et éventuellement qu'il soit licite ou non, c'est-à-dire mettre la question sur la table et de définir progressivement de nouveaux critères. Et j'en finirai là, mais je pense que c'est une option aussi pour le sport. Parce que, et j'en reviens juste je pense à une chose qui est le skateboard. Je ne sais pas si vous avez suivi la question de l'introduction du skateboard et même d'ailleurs du skate et même d'ailleurs du breaking dance. Historiquement, le skate, il n'y a pas de critères au sens sportif. C'est vraiment défini entre pairs. C'est-à-dire que le bon skateur ou le bon geste, il n'est pas forcément que bon techniquement, mais il y a de l'âme, parce que c'est un art en fait, c'est les arts de la rue. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que la dimension artistique du sport, des métiers, quels que soient les métiers, vraiment l'art de la médecine, ou en fait, on l'a perdu. Voilà, comme on a perdu le récit et qu'on est dans le discours, on a perdu l'art, le métier, dans beaucoup dans la quasi-totalité, pour arriver à une logique productive asséchée de son humanité. Et pour moi, les produits alertent sur une forme de déshumanisation. Et la prévention, c'est réhumaniser, à mon sens, le travail, quoi. Excellente conclusion. Écoutez, avant de laisser la parole au public, je pense qu'on est encore dans le timing, donc j'en reviens en fait au manifeste de Lausanne que vous avez peut-être déjà entre les mains, mais je reviens sur les revendications qui ont été effectivement sur lesquelles on s'est arrêté parmi les différentes fédérations. Donc ouvrir un véritable débat sur les pressions d'une société axée sur la performance, c'est ce qu'on a évoqué à l'instant, repositionner les places et les fonctions des usages dans leur contexte individuel et sociétaux, renforcer la régulation des produits et des services addictifs légaux dans une approche de prévention structurelle pour protéger la santé des populations. Voilà, c'est ce qui nous semblait essentiel, je dirais, d'apporter, je dirais, en termes de demande auprès des politiques et auprès des instances et des autorités publiques, en l'occurrence. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est déjà vous remercier chacune et chacun, parce que j'ai oublié de le mentionner, vous avez pris beaucoup de votre temps avant même ce sommet pour qu'on puisse se rencontrer, discuter et préparer le débat. Donc, un tout grand merci à vous et encore merci pour vos différentes interventions pertinentes et passionnantes. Et j'en viens, je vais laisser vous remercier le public. Et il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Oui, merci Jean-Sébastien Fallu de l'Université de Montréal. Merci pour les échanges vraiment très riches. J'aurais beaucoup de questions. Le Bengt l'a dit, dans le sport, on tente tout, mais je pense qu'on parle surtout dans le sport d'élite.
On pourrait mobiliser des arguments transhumanistes, dire que les drogues, c'est des technologies, une parmi tant d'autres. Il y a l'eau aussi. Puis au-delà de l'impossibilité des contrôles, et je pense que le modèle proposé pour le dopage, entre guillemets, dans le sport d'élite, peut peut-être être plus approprié que dans le milieu du travail. En fait, ma question, c'est, faites-vous une différence entre le sport d'élite et le milieu du travail qui touche tout le monde, toute la société, en termes de facteurs structuraux versus gérer une réalité de sport d'élite qui concerne une élite? Oui, il y a une notion importante à prendre en compte dans la réflexion. C'est la notion de contrainte. Un sportif a le choix de ne pas s'engager dans une carrière sportive. Il n'y a rien qui oblige. Bien sûr qu'il y a la passion qui alimente une volonté, puis ensuite une appropriation d'une certaine façon de faire pour arriver à une certaine performance. Le milieu du travail, malheureusement, vient avec le danger de la contrainte. Pour l'illustrer, si demain on a un médicament encore plus performant qu'un bêta-bloquant qui permettrait à mon neurochirurgien de ne pas trembler pendant l'opération, moi je souhaiterais qu'il consomme. Mais vraiment. Contrairement à ce que je pense que c'est une bonne idée, qu'on fait tout en sorte à éviter que les pilotes qui pilotent nos avions ne sont pas sous l'emprise de l'alcool. Donc vous voyez, c'est compliqué la question, c'est pas aussi simple. Il faut réguler, il ne faut pas essayer de faire en sorte que, tiens, on va faire tout pour éradiquer, parce qu'on a compris avec la guerre contre les drogues que ça, c'est une très mauvaise idée. On est en train d'apprendre que peut-être aussi dans le sport, ce n'était pas une si bonne idée. Alors c'est quoi l'autre façon de faire? C'est compliqué. Et il va falloir gérer en fonction de ce que ça produit. On connaît les botellones de l'alcool qui ont été à la mode en Espagne et aussi en Suisse. Maintenant, ça a disparu, donc voilà. On a réglé ça pendant un moment, puis on a appris en cours de route, et puis on fait en sorte... Je pense qu'on n'aura jamais la solution. Encore une fois, on aura peut-être un équilibre qui fait en sorte que le coût à la collectivité soit le moindre possible. Ouais, je trouve ça intéressant parce que de dire si il y a une différence évidemment très grande, je pense, entre ce qui se passe dans le sport d'élite et puis ce qui se passe dans l'ensemble des métiers et de la société, mais de dire oui, si un chirurgien prend une substance ou un médicament pour ne pas trembler, c'est vrai que, en fait, c'est exactement le discours des bioéthiciens néolibéraux, finalement, de dire, ben pourquoi pas, dans le fond, c'est bon pour l'ensemble de la société, mais il faut penser à toute la dimension coercitive aussi, parce que dans certains domaines, ou par exemple dans l'armée, par exemple sur le terrain, sur les champs de bataille, ou tout ça, c'est une obligation de prendre, par exemple, du modafinil et ce genre de substances, de médicaments qui éliminent en fait le besoin de dormir, etc. Mais on dit, ben, c'est mieux comme ça parce que comme ça, il y a plus de vigilance de la part des soldats, etc. Mais où ça va s'arrêter? Moi, je pense que cet argument-là, finalement, il appelle une réflexion en profondeur parce que dans plein de domaines, on pourrait dire, mais ça va bénéficier à l'ensemble de la société si tous les travailleurs dans ce domaine-là prennent tel ou tel médicament ou telle substance pour être plus performants, parce qu'on revient toujours à ça. Donc, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Moi, peut-être l'ergonome que je suis dirait que analysons d'abord qu'est-ce qu'il y a dans l'organisation et les conditions de travail qui font que j'arrive stressé à la table d'opération. Et là, il y a beaucoup de moyens de réguler, diminuer l'intensification, enfin voilà, vraiment. Et aussi au fait que le pilote ait consommé de l'alcool. Ben, en fait, je ne sais pas a priori. C'est-à-dire que je pense que parfois, il vaut peut-être mieux être sous l'influence d'un produit pour que ça calme et que ça, paradoxalement, que ça amène une certaine acuité plutôt qu'à jeun et super stressé. Vous voyez, donc, et c'est là où c'est vraiment à chaque fois du point de vue du réel qu'en fait, on a la réponse, quoi.
Ok, merci. D'autres questions? Oui, Fabrice Olivet d'Assud, Association d'auto-support. Non, mais cette histoire de compliqué simple, en fait, je crois, c'est aussi ça qui brouille ce débat sur les drogues de manière terrible, parce que, en fait, les choses sont aussi simples. Les drogues servent à mieux communiquer, à mieux faire la guerre, à mieux faire l'amour, à mieux travailler, à mieux faire plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça que les drogues ont du succès. Et dans la question du dopage, comme dans la question du travail, cette vérité ne peut pas être dite. Donc, on ne la dit pas et on essaye de trouver des choses compliquées. Alors que pour les gens qui sont visibilisés comme toxicomanes, addicts, ce qui est visible, c'est que les drogues seraient mauvaises, et du coup, la réduction des risques peut se déployer un peu en paradoxe pour dire « Ah oui, mais elles sont peut-être pas si mauvaises que ça ». Donc, je vous livre cette réflexion. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des discours simples et éviter cette complication que l'opinion publique, finalement, ne comprend pas bien, ou trop bien, ou elle le comprend trop bien, et du coup, c'est des politiques coercitives, et là, je suis complètement d'accord sur l'histoire de la guerre à drogue, sur le dopage, hein, quelque chose qui est absolument inaudible dans les médias. Hein, si on dit que le dopage subit une guerre à la drogue, les gens vont vous prendre pour un fou. Est-ce qu'il ne faudrait pas retirer cet argument à ces politiques qui en ce moment d'ailleurs en font leur miel de stigmatiser à travers la guerre à la drogue un certain nombre de populations? Qui veut réagir? Avant que quelqu'un se décide, effectivement, il y a un élément qu'on n'a pas beaucoup mentionné, qui avait été changé lors de la préparation de la table ronde. On a assez peu parlé en fait, du fait que la plupart des usages sont contrôlés. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, enfin, ce qu'on évoque, c'est la notion d'addiction, donc c'est la stigmatisation d'un certain type d'usage, quoi, je dirais d'une certaine manière. Mais si on regarde, en fait, plusieurs études empiriques ont tendance à montrer que chez la plupart d'entre nous, c'est ce que tu évoques, il y a un usage qui ne pose problème ni à soi ni aux autres, je veux dire d'une certaine manière. Et ça, on en parle assez peu parce que politiquement, c'est peu vendable. Enfin, je dirais d'une certaine manière. Je vais m'arrêter là parce que l'essentiel, c'est que vous puissiez vous réagir à cette question. Oui, juste pour rebondir vite, parce que aussi pour faire le lien, ce qui était dit dans la table ronde avant, c'est que les eaux usées, pas uniquement à Bruxelles, mais aussi à Zurich, Genève, voire Lausanne, peut-être de ce bâtiment à l'issue de la journée, j'en sais rien, seront le témoin comme quoi, probablement, on ne sait pas très bien, mais 80% au moins des personnes qui consomment des substances contrôlent et gèrent, et ça va bien, quoi. Et puis effectivement, vous avez raison de relever ce point-là, qui malheureusement est un peu trop invisible, c'est que la décision de consommer est parfois tout à fait consciente et recherche un effet qui, en principe, est interprété par la personne comme étant quelque chose de positif pour cette personne. Bien évidemment, étant donné que les substances ont aussi d'autres effets, ça peut aussi amener ensuite des risques. On a eu un riche témoignage tout à l'heure d'Antoine qui a montré cela. C'est que d'un côté, je cherche un effet bénéfique ou que moi j'interprète comme étant positif, bénéfique d'une substance, mais pas. Je réalise aussi que ça vient avec un certain coût. Et c'est cette balance dont on doit discuter. Alors, en ce qui concerne la simplicité de la communication, malheureusement, la plus simple, c'est celle qui est utilisée par certains courants de pensée politique, c'est éradiquer. C'est super simple, quoi. Il faut arrêter avec les substances. Et la simplicité de la réponse que nous, on veut mettre en opposition à cela, comme quoi, mais attendez, les substances ont toujours fait partie de la culture humaine depuis qu'on existe, et ce sera toujours le cas. Il faut laisser cette liberté de consommer ça dans des meilleures conditions, et plutôt y aller par des approches d'éducation, information, formation et réduction des risques. Ouais, c'est pas aussi simple que niet, quoi.
Oui, moi c'est marrant parce que au terme compliqué, je pense, par rapport à ce que vous évoquiez, moi ça me fait plus penser à une embolisation du discours, à vraiment une saturation du discours sur cette question consommation, travail, dopage. Mais on est saturé de logique simpliciste. C'est là où je rebondis sur le côté, vraiment, le discours est très simple, en fait, vraiment. Quand on écoute, mais c'est juste rabâché et hyper réducteur. Parce que, inversement, par rapport à ce que vous disiez sur finalement consommer, voilà, c'est simple, si on pouvait en parler. Mais en fait, ce qui est passionnant, c'est que quand on parle ou on écoute des consommations de professionnels, en fait, c'est fin, c'est complexe, parce qu'il y a de la régulation, parce que le bien consommer en étant un professionnel, franchement, c'est un vrai truc. Mais justement, aujourd'hui, on n'a pas le temps de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, le côté subversif de ce qu'on est en train de se dire, il est surtout sur... C'est le cadre nécessaire à le faire qui est subversif. Du temps, de l'écoute, du dialogue vraiment, et globalement, c'est ce qui manque dans l'espace public et dans l'espace médiatique. Oui, et peut-être aussi pour ajouter un point, et je suis tout à fait d'accord avec vous, nous, on a un patient qui a su justement travailler grâce à l'alcool. C'est un monsieur qui voilà, avait des problèmes de bégaiement très tôt. Et en fait, ces problèmes de bégaiement se sont arrêtés quand ses parents, il y a très longtemps, lui donnaient, en fait, pour le remercier de certains coups de main qu'il lui donnait dans l'entreprise familiale, des petits verres de whisky. Et donc, c'était vraiment, tu es un homme, donc tu as le droit de boire du whisky. Et ces bégaiements se sont vraiment arrêtés. Et donc, ce monsieur-là a une vie sociale, professionnelle tout à fait classique, on va dire. Et donc, cet alcool lui a vraiment permis de travailler. Et... voilà, à un moment donné, plusieurs choses lui ont fait arrêter l'alcool et tout le monde lui avait vendu le fait que tu vas voir, tu vas arrêter, ça va être génial, tu vas avoir une vie exceptionnelle. Et en fait, ce monsieur-là a développé une phobie sociale suite à... la phobie sociale s'est révélée suite à l'arrêt de l'alcool et ce monsieur a vraiment vécu l'enfer. Et donc, c'est ça aussi, je pense que c'est important de ne pas négliger le fait que l'arrêt n'est pas une fin en soi et ne va pas être le nirvana. Ça va souvent être pour les personnes un moment d'extrême fragilité où certaines choses vont vraiment se mettre en évidence. Et souvent, c'est ça aussi la balance. Est-ce que la consommation, on la garde afin d'avoir une stabilité au niveau santé mentale? Donc, il y a vraiment cette balance et cette réflexion à avoir et de ne pas se dire, bah oui, l'arrêt va être tout à fait génial. Parfait, je vous propose d'en rester là pour garder le timing. Je vous remercie encore 1000 fois de vos interventions.